je vais peut-être achever ma présentation, mais je vais d'abord poser une petite devinette pour avoir votre avis. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une brouette? Personne ne sait ce que c'est qu'une brouette? Apparemment, non, personne. Bon. Alors, réfléchissez un peu. Quelle est la caractéristique majeure d'une brouette? Quelle est ça? Nous approchons. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de transport. La caractéristique de la brouette essentielle, puisque vous ne trouvez pas, c'est que c'est un véhicule de transport très utile, mais qui a comme particularité de cesser de rouler quand on la pousse. Et, eh bien, je me considère comme un pousseur de brouettes. Et je crois que j'ai fait ça une bonne partie de ma vie en inventant des projets, en les poussant et, dans certains cas, en les faisant aboutir. Alors, une autre petite colle. Quelle est, à votre avis, la chose essentielle dont doit disposer un archéologue subaquatique? Cherchez un peu. Mais vous dormez aujourd'hui. C'était midi. Mais oui, bien sûr, c'est de l'eau. Mais voyons. Ah. Mais il y a des gens qui réfléchissent dans l'équipe. Voilà. Eh bien oui, c'est vrai. L'eau, c'est nécessaire à la vie, c'est nécessaire à l'archéologie subaquatique. Et c'est pourquoi j'ai passé une bonne partie de ma vie dans des eaux diversement agréables. Et ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter ces quelques souvenirs. Parce que ne vous faites pas d'illusions, je ne vais pas vous présenter une conférence académique. Je n'ai pas les qualifications, mais je vais vous parler de toutes sortes d'expériences que j'ai faites en Belgique et aussi ailleurs. Et j'espère vous amuser un petit peu avec tout ça. Oui, voilà. Ce sera un long récit, mais rassurez-vous, je ne vais pas dépasser beaucoup 1 heure, même si ça commence assez tôt. Voilà. Eh bien, dans la manière dont nous exprimons à propos de l'archéologie subaquatique, j'entends souvent parler des eaux intérieures. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez croire, en Belgique, en Wallonie, nous ne plongeons pas dans les eaux intérieures. Nous plongeons dans ce qu'on appelle les eaux continentales. Le terme juridique correct pour les rivières, les lacs et les retenues d'eau, les barrages, c'est les eaux continentales. Voici ce qu'on appelle juridiquement des eaux intérieures. Vous voyez ici le rivage. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de base, c'est la ligne officielle que vous trouvez sur les cartes marines, la carte du 0 des cartes marines. Eh bien, s'il y a des parties inondées en deçà de la ligne officielle du rivage, c'est ce qu'on appelle les eaux intérieures dans le jargon juridique international. Donc, ne confondons pas, parlons toujours des eaux continentales en ce qui nous concerne ici. Bon, mais en parlant d'eau, j'ai donc passé une partie de ma vie sous des eaux diversement agréables, depuis le cristal de la mer de Timor en Indonésie jusqu'à des endroits nettement moins sympathiques, mais aussi des choses que j'ai vécues en Méditerranée. Il ne faut pas aller bien loin pour trouver des spectacles sous-marins magnifiques. Voilà, nous sommes ici dans l'archipel des éoliennes à Filicudi. Et à Filicudi, voilà un bel exemple de beaux pillages organisés. Il y a évidemment, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les îles éoliennes, c'est un petit archipel au nord de la Sicile, des îles volcaniques. Il y a eu évidemment depuis l'Antiquité énormément de naufrages le long de au fil de ces falaises. Et j'ai assisté à un beau pillage quand je plongeais là-bas.
avec les moniteurs du Club Méditerranée, les bateaux de plongée pour les plongeurs sportifs du club partaient le matin vers les îles, on plongeait, on partait à bonne vitesse pour ne pas perdre de temps, mais par contre, au retour, on naviguait toujours à très faible vitesse. Pour la bonne raison que pendant que les plongeurs touristes faisaient leur petit tour le long des baux tombants, quelques moniteurs s'affairaient à remonter des amphores, à les attacher sous la coque pour les ramener discrètement au port. Mais évidemment, pas question de naviguer à vitesse normale avec des amphores qui pendent sous la coque du bateau. Donc, on y va piano. Et le soir, après le repas, après le bar, on fait une petite plongée sous la coque du bateau. On va récupérer les amphores. Et voilà comment fonctionne le petit commerce. Alors, je vous parlais d'eau claire. Mais je connais aussi ce genre de plongée. Il faut vous y habituer. Si vous voulez travailler dans les eaux belges, eh bien, il faut accepter de plonger dans des conditions pareilles. Et on arrive quand même à faire de l'archéologie de qualité, même dans des conditions comme celle-là. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment faire. Et donc, tout ça m'a amené plus tard aux grottes de Han. Nous allons y arriver. Donc, comme je vous disais, j'ai fait mon éducation scientifique de l'autre côté du square Jean Servet. Me voilà de l'autre côté, un endroit bien agréable aussi. Et nous allons donc remonter dans l'étude de l'archéologie des rivières et des eaux continentales wallonnes. Nous allons remonter à la plus haute antiquité, c'est-à-dire plus exactement à 1959. C'est là que tout a commencé. Il s'est fait que des découvertes importantes ont été faites dans les rivières belges bien avant que nous nous mettions à plonger, mais c'est toujours à l'occasion de dragage, notamment dans l'Escaut. Et notamment des objets de l'âge du bronze. Dommage que Eugène Noirmobol ne soit pas là. Il aurait pu vous en parler mieux que moi. La présence de ces objets sous l'eau, notamment dans l'Escaut, ça fait l'objet de nombreuses hypothèses, comme d'ailleurs en ce qui concerne les objets magnifiques trouvés dans la laisse aux grottes de Han. Et il y a un historien relativement peu connu, Eugenius Caldus Bolus, qui a suivi de loin et longtemps après les conquêtes de César. Il mentionne chez les Gaulois un rituel d'offrande propitiatoire aux divinités des rivières, et il parle aussi du culte des morts dans le milieu souterrain. Donc retenez bien ce nom, Eugenius Caldus Bolus. Peu connu, je pense. Ouais. Je ne m'étendrai pas sur les écrits de cet historien que certains considèrent d'ailleurs comme apocryphes, et je préfère vous renvoyer aux travaux consacrés par Eugène Noirmobol à ce sujet. Il y a des latinistes par ici? Tu connais? Non. Bon, désolé, c'est un assez pauvre calembour sur Eugène Noirmobol, évidemment. Bon, malheureusement, ma plaisanterie semble tomber assez bien à plat. Désolé. Bon, en 58, fin 58, j'ai pour la première fois l'occasion, lors de plonger en Corse, de capler, comme on dit dans notre jargon, le scaphandre autonome. Et c'est une découverte éblouissante. Je me rends compte que plonger, vivre, travailler sous l'eau, c'est fait pour moi. Et j'ai plus envie de faire rien d'autre que ça toute ma vie. Bon, c'est un peu difficile. Je réaliserai en partie ce rêve, mais pas entièrement. Mais quand même, vous savez tous, j'ai passé beaucoup de temps. Donc, quand je rentre en Belgique après ces vacances, eh bien, je suis complètement désespéré parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir réaliser ce rêve et continuer à plonger et faire des choses intéressantes sous l'eau. Et
il se fait que je pratique depuis longtemps ce qu'on appelle la spéléologie, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas du tout une science, mais ça consiste à crapahuter dans tous les massifs calcaires et en particulier, évidemment, pour nous, dans la région de Ansournès et de Rochefort. Et puis, on fait des petites excursions d'un jour dans ces petites cavernes qui ne sont pas bien compliquées. Et puis, on peut faire d'autres choses. Et avec un petit groupe d'amis, nous nous attelons à déblayer une petite grotte sur le plateau d'Amrennes, entre Rochefort et Ansournès. Et nous faisons notre première découverte, une petite grotte qui s'appelle la grotte de la Lettre-Fosse, qui s'ouvre au fond d'un chantoir. Vous voyez ici l'entrée, la falaise du chantoir, et nous avons réussi à explorer tout ça. Voilà, la vue en plan. C'est pas bien grand, ça descend à 50 mètres, rien d'impressionnant, mais ça nous a quand même drôlement amusés pendant longtemps, et c'était quand même une petite grotte assez sportive. Figurez-vous que c'est quand même le début, parce que le vrai problème dans la région, la véritable énigme de la région, c'est le trajet souterrain de la Lesse dans les grottes de Han, alors presque inconnu. J'ignore à l'époque que la plongée souterraine, c'est la forme la plus dangereuse probablement de l'exploration, avec l'alpinisme de très haut niveau, évidemment. Là, la plongée souterraine a tué pas mal de monde et elle en tue régulièrement, presque chaque année. Mais il y a une première chose à faire, quand on a fait simplement quelques jours de vacances en Méditerranée, il faut continuer sa formation de plongeur, ce que nous faisons dans quelques carrières belges. Beaucoup de carrières ont été abandonnées par les industriels parce que l'industrie n'est plus rentable. On ne pompe plus l'eau de la nappe souterraine et voilà ce qui se passe. Donc, ici, nous nous trouvons, ici, on est presque dans l'archéologie industrielle. Certains plongeurs connaissent ça, Michel, tu connais. C'est dans une carrière abandonnée à Lessines. Voilà le spectacle qu'on peut y voir. C'est assez magique. Vous voyez ici ce qu'on appelle dans le jargon des mineurs et des carriers un châssis à molette, c'est-à-dire le système de treuil qui permet de remonter les charges lourdes du fond de la mine ou de la carrière. Mais tout en peaufinant notre entraînement, nous ne perdons pas de vue notre objectif majeur et le voici. Voici ce qu'on appelle le massif de Boine, c'est-à-dire c'est la colline voisine du hameau du village de Ansournès qui contient le massif des Grottes de Han. Vous voyez ici la rivière, la Lesse, et contourne la corne sud de la colline. Il va se jeter ici dans le massif souterrain au gouffre des Bellevaux. La Lesse va réapparaître plus tard, donc à l'étiage à peu près 8 heures plus tard, et à Onzo 12 heures plus tard, ici, à ce qu'on appelle le trou de Han. Il va nous occuper. Donc, toutes les grottes de Han se trouvent dans cette grande colline. Mais en 1959, quand je commence à m'y intéresser, en fait, il n'y a qu'une faible partie du massif dont la partie souterraine a été explorée et exploitée, et c'est la partie encerclée de rouge. Donc, ce qu'on ignore totalement, c'est le cours de la rivière depuis le gouffre de Bellevaux ici, jusqu'à la réapparition dans la grotte ici à la Sainte-Garde. Et donc, nous pensons pouvoir nous attaquer à ce problème qui, en réalité, qui nous dépasse un peu, nous apprendrons évidemment à nos dépens. Mais au début, nous n'avons pas de matériel de plongée à nous, et donc nous commençons à nous entraîner aux eaux souterraines, simplement en plongée libre, sans bouteille, ce qui est assez éprouvant dans les eaux noires de la Lesse à l'intérieur de la caverne, je vous assure, surtout avec les lampes de l'époque qui n'éclairaient vraiment pas beaucoup. Et
Mais nous poursuivons toujours notre rêve d'aller explorer les siphons de la Lesse. Et nous faisons connaissance avec un homme extraordinaire à lequel je tiens toujours à rendre hommage, qui s'appelle Paul Cornet. Il connaît tout de la grotte. C'est à lui seul tous les services techniques de la Société des Grottes d'Or. Et il a construit de ses mains, pratiquement seul, avec de temps en temps l'aide d'un ouvrier des grottes, toute la flotte des bateaux, des magnifiques bateaux de bois qui existaient à l'époque et qui transportaient les touristes sur la rivière souterraine. Malheureusement, tout ça c'est fini maintenant. Ces bateaux ont disparu, faute d'entretien. Ils ont été remplacés plus tard par des bateaux métalliques. Mais les bateaux métalliques, ça rouille, donc on les sable. Chaque année, on les sortait de l'eau pour les sabler. Donc chaque année, on enlevait un peu de métal jusqu'au moment où ça devient une passoire. Et donc, finalement, la Société des Grottes d'Or a renoncé à l'usage de ce magnifique bateau. Et ça a été remplacé par des passerelles absolument monstrueuses qui obstruent la vue de la dernière et plus belle partie de la visite des grottes. Bon, ça c'est autre chose. Nous recevons quand même nos bouteilles et pour la première fois, nous allons pouvoir plonger confortablement sur le fond de la rivière. Et voilà. Voilà avec quoi nous remontons. Donc, aux innocents les mains pleines, lors de notre toute première plongée dans la grotte d'Or, nous retrouvons simplement posés sur le fond ces céramiques. Ils sont essentiellement 16e, 17e siècle. Et si vous voyez un vase à décanter d'époque gallo-romaine et deux objets en alliage de cuivre, qui sont, nous l'apprendrons bientôt, une hache et un couteau dont la pointe est cassée. Alors là, c'est l'événement. Évidemment, sur l'Est, on sait bien qu'il y a eu des fouilles au début du siècle dans la galerie des Grandes Fontaines, qui est une galerie adjacente à la sortie des Grottes d'Or, par Édouard de Pierrepont, et qui était un archéologue amateur très noté à son époque. Je crois qu'il était président de la Société archéologique de Namur. Il était administrateur délégué de la Société des Grottes. Et on sait donc qu'il a fait des découvertes dans cette galerie, mais c'est évidemment assez limité avec les moyens d'époque. Et voilà qu'à la première plongée, nous tombons sur ceci. Alors, je suis extrêmement content de ma découverte, évidemment, et je me dis que ça va beaucoup intéresser les archéologues professionnels. Et donc, je fais le tour de quelques institutions. Et curieusement, personne ne prend ça au sérieux. Je me fais remballer partout, notamment d'ici. Et je n'ai pas de rancune de ces loin. Et parce qu'on me dit, mais bon, que voulez-vous qu'on fasse avec des objets que vous avez ramassés au fond de l'eau? Ça n'a aucun intérêt. Nous vous conseillons de retourner dans vos grottes et continuer à faire des bulles dans l'eau de la Lesse. Ça vous fera le plus grand bien et ça ne nous intéresse absolument pas. Bon, alors nous allons effectivement retourner faire des bulles dans la Lesse et nous commençons enfin nos explorations en siphon. Et nous allons découvrir un grand réseau totalement inconnu jusque-là, puisque uniquement accessible en plongée à travers deux siphons consécutifs. Vous voyez que les conditions de plongée, ce n'est pas la Méditerranée, mais bon, la visibilité est tout de même suffisante pour pouvoir progresser. Et nous débouchons, grande surprise, donc dans ce grand réseau, il y a de très grandes salles. Et nous sommes les tout premiers à y arriver naturellement. Et nous donnons à cette salle le nom de notre ami Paul Cornet, qui est à l'origine de tout ceci, parce que il avait observé, il avait cherché partout dans des prolongements au réseau connu touristique de la Grotte d'Or.
alors que les grands géologues Martel et Van den Broek et Raïr avaient décrété qu'il n'y avait pas de débouché visible, notamment dans une salle qu'on appelle la salle des draperies, dans laquelle nous sommes partis. Et Paul était tout à fait convaincu, au contraire, qu'à cet endroit-là, il y avait une venue d'eau, elle y était, nous l'avons trouvée, et nous sommes passés. Nous avons donc découvert ce réseau auquel nous avons donné son nom. Voilà. Alors, la première salle, donc la salle Cornet, était entièrement décorée de ces magnifiques colonnes qui n'ont pas résisté au premier passage des visiteurs, pas nous, mais après nous, la Société des grottes a décidé d'ouvrir un passage, une galerie artificielle, pour accéder à ce réseau. Ça a été le début de l'envahissement, et après quelques mois, tout était cassé. Il ne restait plus rien. C'est assez compréhensible parce que ces colonnes joignent le sol et le plafond. Elles sont donc, au moindre mouvement du sol ou du plafond, elles sont en compression. Au moindre effort, si on les touche, on risque de les faire voler en éclats, ce qui s'est passé. Et donc, ce magnifique spectacle, malheureusement, a disparu aujourd'hui. Et donc, en prolongeant nos plongées dans le même réseau, nous débouchons dans de grandes salles, dont voici quelques perspectives. Et là, vous voyez, nous sommes de nouveau dans une salle garnie de ces grandes colonnes. Et vous voyez, ce n'est pas du bidon parce que nous sommes en vêtements de plongée, vêtus d'une salopette qui est tout à fait mouillée. Donc, nous sortons du siphon quand nous sommes là. Bon, c'était des expéditions très difficiles, très fatigantes. Mais finalement, voilà donc que je vous ai montré de la partie connue de la société, du réseau touristique des Grottes Géants et non touristique également. Nous n'avons pas trouvé en fait le cours souterrain d'Alès, mais nous avons découvert tout ce grand réseau qu'on appelait le réseau Sud. Voilà, c'était donc le début de notre aventure souterraine qui s'est terminée tragiquement le 12 septembre 1959 parce que notre ami Pierre Brichard, qui était un membre essentiel de l'équipe, s'est tué en revenant d'une plongée en siphon, donc dans les Grottes Géants. Et ça a été un coup dur et un coup d'arrêt pendant plusieurs années pour notre équipe. Quand je vous disais que c'est une forme d'exploration extrêmement dangereuse, eh bien, en voici une planification nouvelle. Mais tout espoir n'est pas perdu parce que j'ai quand même l'idée que j'aurais dû avoir dès le début, c'est d'aller montrer nos trouvailles au musée du cinquantenaire, le musée royal d'art et d'histoire, et le professeur Marien, qui est le conservateur de la section de la Belgique ancienne, qui connaît extrêmement bien la région de Hans-sur-Lesse et de Rochefort, il me dit ça m'intéresse. Et il veut bien s'occuper de nous parce que je me suis bien rendu compte que avec mon modeste savoir, j'ai appris comme tout le monde que les Gaulois sont grands et blonds, mais évidemment, pour conduire une opération d'archéologie, c'est un peu court, et donc il me paraît nécessaire d'avoir la direction d'un archéologue confirmé. Voilà, donc, entre-temps, je participe au premier congrès en 1960 à Barcelone, au congrès fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques. C'est un grand machin. J'arrive là avec un petit papier en me disant mes petites trouvailles de Hans-sur-Lesse, ça va intéresser du monde ici. Eh bien, pas du tout, parce qu'après 15 secondes, quand je commence à exposer mon petit sujet, le président de séance me cloue le bec, j'ai rien compris. En fait, cette grande messe internationale est destinée à commencer à élaborer les réglementations de la plongée. Je prends Michel qui hausse la tête. Quand nous avons commencé à plonger, c'était un espace de liberté et de découverte absolument merveilleux. Aujourd'hui,
c'est un faisceau de réglementation et d'interdiction épouvantable. Vous ne vous en rendez pas compte, vous autres jeunes plongeurs, de cette espèce de corset monstrueux dans lequel on est obligé de fonctionner quand on veut plonger, et ça ne va pas s'améliorer. Moi, ce n'est pas mon genre, évidemment, et je crois que j'ai réussi quand même jusqu'ici. Ceux qui connaissent En sur l'Est doivent voir que nous plongeons quand même de manière différente et que l'ambiance est plutôt décontractée. Bon, nous respectons naturellement les règles de sécurité, mais toutes les réglementations byzantines de la Confédération mondiale des activités subaquatiques et des fédérations nationales, nous essayons de les traiter un peu légèrement. Enfin, ceci est une parenthèse. Donc, mais pendant ce congrès, je fais une rencontre tout à fait sympathique. C'est un plongeur suisse nommé Willy Hague, qui m'apprend qu'il plonge sur les rives du lac de Neuchâtel, où il habite, à Auvergne en particulier. Et dans les lacs suisses, comme vous le savez certainement, on fait des découvertes phénoménales liées à la présence des habitats riverains du lac, aujourd'hui submergés par la montée des eaux au fil des millénaires. Et on a trouvé en Suisse des objets absolument phénoménaux, comme ces magnifiques épées. Et voilà comment on faisait des récoltes subaquatiques au XIXe siècle en Suisse. Donc, j'admire des gens qui plongeaient comme ça. Vous voyez, avec une espèce de seau renversé sur la tête, avec un hublot, pas de vêtements de protection. Les eaux du lac de Neuchâtel, c'est pas très profond. Et les gars qui sont dans le bateau et qui pompent. Eh bien, avec des moyens aussi rudimentaires, on commence à faire des récoltes merveilleuses dans le lac de Neuchâtel. Et ça, je n'ai pas vu remonter vers Cécilien de Zurich en réalité, mais j'ai vu au cours de plongée que j'ai fait avec mon ami William dans le lac de Neuchâtel, j'ai vu remonter des œuvres magnifiques que ça. Et ça me donne évidemment une idée de faire la même chose en sur l'Est et avec l'appui du professeur Marien. En fait, nous en sommes encore à cette époque à la technique de la récolte systématique sur les fonds. On ne fait pas de fouilles, on ramasse ce qui est, on le fait d'une manière, quand je dis systématique, c'est-à-dire que nous installons un corbeillage sur le fond de la rivière et nous remontons les objets après avoir marqué sur le plan sommairement l'emplacement où ils se trouvent. C'est tout. On ne fait pas mieux, mais on ne fait pas mieux depuis longtemps, parce qu'on a fait ça déjà depuis le début du XXe siècle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des sites de Madia et d'Anticitaire. Vous connaissez? Apparemment, non. Ben, je vais vous parler un peu d'Anticitaire. C'est une aventure archéologique tout à fait stupéfiante. Vous savez qu'en Méditerranée orientale, on pratique depuis l'Antiquité la pêche aux évenements. À partir de bateaux plus ou moins importants, celui-ci est un gros bateau, on descend, resté d'une pierre, les plongeurs retiennent leur souffle, ils vont rapidement sur le fond ramasser toutes les éponges qui sont à leur portée, et ils remontent. En général, c'est un assistant en surface qui observe un sablier et qui décide quand il faut les faire remonter. Il faut dire que parfois, il y a des accidents, mais curieusement, il n'y en a pas beaucoup. Ces gens descendent couramment jusqu'à 40 mètres. On dit même qu'ils descendaient jusqu'à 60, 65 mètres. C'est pas du tout impossible, parce qu'il y a des plongeurs qui font des records de plongée en apnée sans aucun équipement, qui descendent maintenant au-delà des 100 mètres. Donc, je pense que ces professionnels de l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle devaient pouvoir en faire autant. Je vous parle d'Anticitaire parce que c'est un exemple de coopération entre des plongeurs et des archéologues restés en surface. Quelle est l'histoire?
bien, vers 1860, arrive en Méditerranée ce qu'on appelle le standard dress, c'est-à-dire ce que nous appelons habituellement le scaphandre de pied lourd. Ça change la vie des plongeurs, évidemment, parce que ça leur permet de descendre profondément, de rester longtemps au fond et de faire d'énormes récoltes. Et comme les récoltes vont vite et sont très efficaces, on va chercher les éponges de plus en plus profondes. Et naturellement, les accidents se multiplient. On ne connaît pas du tout à l'époque le mécanisme de ce que nous appelons les accidents de décompression. Et donc, c'est l'hécatombe. Des centaines de plongeurs meurent, on ne sait pas pourquoi. Ce qui n'empêche quand même pas que l'industrie continue. Et un jour de 1900, peu importe, je ne sais plus, et un groupe de plongeurs sous la conduite du capitaine Kondos sont obligés de se réfugier devant un détectant dans la petite île d'Anticyclère. Ils se mettent à l'abri dans une anse et pour ne pas perdre leur temps, en attendant que la tempête de sud passe, ils décident de plonger. Et un des plongeurs descend et se fait remonter quelques minutes après, et il est absolument hors de lui, terrorisé. Et quand on le débarrasse de son casque, il explique qu'il a vu sur les fonds des corps en décomposition, des corps rongés par la syphilis. C'est absolument abominable. Il ne veut plus redescendre, il est terrifié. Mais le capitaine, lui, il n'a pas une âme extrêmement sensible. Et donc, il décide d'aller voir lui-même et il remonte quelques minutes plus tard avec le bras d'une statue en bronze. C'est la grande découverte d'Anticythère et c'est extrêmement significatif parce que ce sera la première fois qu'on organise une fouille subaquatique de cette importance, à cette profondeur. On est à près de 60 mètres, sous la direction d'un archéologue. Et c'est aussi la première fois que le trésor qu'on va remonter ne sera pas pillé par une puissance étrangère. Vous savez que les Grecs, comme il y a d'autres peuples, se plaignent qu'on a pillé leurs antiquités. Eh bien, la découverte d'Anticythère sera réalisée entièrement par des plongeurs grecs sous la direction d'archéologues et de politiciens grecs. Et tout ce qui a été trouvé est resté en Grèce. Et c'est tout à fait passionnant parce que on connaît très peu, en fait, de bronzes antiques originaux. Et nous allons voir que la plupart proviennent de la mer. Pour quelle raison? Eh bien, les bronzes anciens, quand ils sont passés de mode, on les fond, on récupère le métal et on fait autre chose. Et donc, les bronzes de la haute époque, 5e siècle, en Grèce par exemple, ils sont rarissime, sauf ceux qu'on a trouvés notamment en Méditerranée. Nous allons en voir quelques-uns. Ce sont donc des objets qui proviennent de l'épave d'Anticythère. Voilà, le célèbre effet d'Anticythère, la thèse du philosophe. Et alors, c'était France Machine. Tu as entendu parler de ça. C'est donc un mécanisme qu'on a trouvé sur cette épave qui date, oui, j'ai oublié de le préciser, qui date à peu près 87 avant Jésus-Christ. Et on se demande à quoi ça sert. Et un physicien, dans les années bien plus tard, s'est intéressé à cette machine et a fini par montrer qu'il s'agissait d'une espèce de machine astronomique qui permettait de prévoir la position des astres. Et évidemment, c'est une découverte stupéfiante parce que personne, à l'époque, n'imagine qu'on possède un tel savoir mécanique de cette précision à cette époque que dans donc en Grèce et dans le monde antique en général. Et il parvient même à démontrer que l'horloge s'est arrêtée probablement vers 87 avant Jésus-Christ. Or, ça correspond à de grandes opérations des Romains
en Méditerranée et dans la région, parce qu'il faut savoir que le roi Mithridate a fait assassiner, un peu avant, dans les années 70, avant Jésus-Christ, a fait assassiner 80 000 Romains. Et la vengeance des Romains sera terrible. Le général Sylla va reprendre le territoire et alors se mettre à pied systématiquement tous les trésors de la Grèce. Et notamment, on envoie donc des chargements de précieux dans tout ceci, jusqu'en Méditerranée, jusqu'en mer Adriatique, nous verrons un exemple. Et notamment, donc, un de ces bateaux fait naufrage sur Anticythère. Un autre bateau va faire naufrage à Madia. C'est aussi une fouille célèbre qui a eu lieu au début du 19e siècle, pardon, au début du 20e siècle. Et les objets magnifiques qu'on y a trouvés remplissent maintenant plusieurs salles du musée du Bardo à Tunis. Voilà. Alors, donc on pense que le bateau d'Anticythère, comme celui de Madia, ramenait donc, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ vers Rome ou vers les colonies romaines en Afrique du Nord, ramenait les trésors pillés par les Romains dans les territoires de l'Al-Hassan. Bon, ceci n'est pas prouvé, évidemment, mais c'est quand même une hypothèse intéressante. Et du fait de la concordance de ces deux navires, j'ai oublié de vous dire que le bateau de Madia est de la même époque exactement. Et donc, probablement, il va rester dans les mêmes circonstances pour faire le même genre de trafic. Mais attardons-nous encore un instant sur les bronzes anciens, ou les bronzes antiques plutôt. Bon, ils sont en général connus par les copies que les Romains en ont faites. Et voici par exemple au musée de Marimont, vous allez voir, ce qu'on appelle les fèves de Marimont, qui est réputé être une copie du 1er siècle d'un original ancien, beaucoup plus aussi de la période classique. Alors, les découvertes relativement récentes, tout à fait stupéfiantes, ce sont les célébrissimes guerriers de Riace en Calabre. Ces prodigieuses statues sont un peu plus grandes que nature, elles font presque 2 mètres. Figurez-vous qu'elles ont été trouvées par un chasseur sous-marin qui se promenait sur un petit fond de 7 mètres et sur un fond de sable, il a vu passer le bras d'une statue. Il n'y avait qu'à creuser, on a retrouvé ça. Il faut vous dire que après des siècles passés sous l'eau, ces objets sont dans un état indescriptible. Vous allez voir une comparaison avant-après. Voici un autre bronze antique trouvé en mer, celui-ci dans le golfe de Gênes, c'est l'Apollon de Piombino, que vous pouvez voir au Louvre. Là, il n'est pas sûr que ce soit une pièce vraiment ancienne. Il est possible aussi que ce soit une copie romaine de la fin du 1er siècle, mais ce n'est pas certain. Et regardez, voici la découverte la plus récente. Il s'agit d'un approxiomètre de Croatie. Voilà comment on l'a trouvé. C'est une photo réalisée par l'artiste Stéphane qui a participé à l'expédition au cours de laquelle on a remonté cette pièce. Cet objet a été découvert par un plongeur sportif qui se promenait par là. Il est tombé sur cet objet et il en a parlé autour de lui, en Belgique, pas en Croatie. Et l'affaire est arrivée aux oreilles de mon ami Robert Stenny, le grand historien naval, qui a réussi à monter une expédition, non sans mal, parce que c'était assez compliqué, il a fallu rassembler beaucoup de monde, beaucoup de moyens, et puis l'expédition était prête, avec plusieurs bateaux, des plongeurs, des assistants en surface, mais on a dû attendre près d'une semaine, parce qu'il était hors de question de faire cette opération
sans la présence des ministres de la Culture qui étaient occupés à d'autres choses. Donc, l'expédition est restée en rade pendant une semaine en attendant le bon vouloir du ministre. Mais finalement, l'apoxyomène est remonté. Il a suivi des années de traitement. Et regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est un objet absolument prodigieux. J'ai eu la chance de le photographier lorsqu'il faisait l'objet d'une exposition temporaire au musée du Louvre à Paris. Et il y a d'autres grandes statues, enfin la plupart des grandes statues que l'on connaît maintenant, comme le Zeus du Cap Artémission, les fèves de Marathon, etc. Tout ça, ce sont des objets qu'on a trouvés soit dans des épaves, soit dans les filets des pêcheurs. Bon, mais revenons à notre sujet. Comment travaille-t-on sous l'eau? Comment fait-on de l'archéologie? Il faut dire que nous avons commencé tard et mal informés ici en Belgique. Nous ne savons pas que déjà vers la moitié des années 60, en Méditerranée orientale, les Américains, sous la direction de George Bass, font un travail du tout autre qu'anatique. Et ils montent des chantiers tout à fait élaborés qui leur permettent de faire, en principe, de l'archéologie presque aussi fine sous la mer qu'à terre. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on voit? Il y aura beaucoup de plongeurs dans le Seine, quand même. Et sur les plongeurs? Oui, toi, tu sais tout, Nida. Voilà. Effectivement, on voit ici des éléments de la coque d'un navire, et surtout naturellement. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment on organise un grand chantier. L'idée générale, c'est de monter au-dessus de l'épave une structure en cornière métallique donnant des repères topographiques précis, donc un repère orthonormé, donc rectangulaire, avec des carrés de repérage juxtaposés le plus précisément possible, bien horizontaux, ce qui est très difficile à monter un fond de mer incliné, évidemment, comme c'est le cas ici sur une épave à Yassiada, en Méditerranée orientale, sous la direction de George Bass. Alors, que voyons-nous? À part ce corps-voyage très compliqué, nous voyons ici ce qu'on appelle un airlift. Nous en reverrons d'autres exemples. C'est un système de dévasage extrêmement efficace et pas très compliqué. Mais tout est compliqué sous l'eau quand on travaille ici, comme ici, par exemple, vers 35 mètres de profondeur. Que voyons-nous ici? Un ballon que l'on peut gonfler d'air qui sert sous influence des parachutes. Et vous voyez, il porte des paniers dans lesquels on peut charger les objets que l'on veut remonter. On gonfle le ballon et ça remonte en surface tout seul. Ça, c'est très beau. C'est très difficile à faire. Ça prend énormément de temps. Il faut des heures et des heures de travail sous l'eau pour monter des structures aussi complexes. Et quand on voit la réalité, ça, c'est la vue d'artiste de ce chantier. Voilà à quoi ça ressemble plus réellement. Vous voyez qu'on n'est pas du tout aussi précis. Cette période n'est pas du tout aussi rigoureuse. Et il ne peut pas s'en mettre bien. Les conditions sont très difficiles. Et malgré tout, ça suffit pour faire de bons repérages et tracer le bon plan pour étudier la structure de ces navires et l'architecture navale de l'époque. Bon. Nous n'allons pas pouvoir faire ça en surlaisse parce que le fond est tout à fait chaotique, il n'y a pas de visibilité, mais nous essayerons plus tard de nous en inspirer. Voilà des moyens plus réalistes, employés notamment par Jean-Pierre Ronceret sur les phares de la Chrétienne, près d'Alger, en Méditerranée. Et vous voyez qu'on finit par aussi se contenter de systèmes presque rudimentaires pour arriver à faire la topographie et à dessiner le moins mal possible sous l'eau. Alors, l'outil principal pour travailler sous l'eau, c'est l'airlift. Bon, ce n'est pas une vidéo sur les on ne le cache pas.
Et vous voyez le principe, c'est simplement un grand tuyau à la base duquel, aussi, on injecte de l'air comprimé. Ça forme une émulsion qui remonte très vigoureusement dans le tuyau principal et ça peut, on peut remonter très efficacement des sédiments, d'autant plus efficacement que le fond est important. Mais déjà, chez nous, par exemple, à 2,50 m, 3 mètres de profondeur, ça fonctionne extrêmement bien. Comme vous le voyez sur cette vue, ici, on voit très bien le tuyau d'air comprimé qui amène l'air dans le tuyau principal. C'est une époque que, pour les plongeurs qui est bien ancienne, vous voyez les équipes d'équipement du Napoléon, ça date tout à fait des années 70. Et ici, vous voyez que le plongeur est alimenté en air depuis la surface. Nous ferons ça pendant pas mal de temps. Et puis maintenant, je pense que tout le monde préfère travailler avec des bouteilles sur le dos. Et voilà, donc, grâce à l'intervention des compagnies de la Marine en 1963, nous obtenons enfin le matériel et l'argent pour monter l'opération dans les grottes de Hon. Nous pourrons travailler la nuit puisqu'il y a le trafic des touristes pendant la journée. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu ici, vous voyez ici la sortie des grottes. Et voilà notre chantier, 2 bateaux de travail et le tamis flottant dans lequel nous recueillons officiellement le tamis de la suceuse se trouve là. Voilà une autre situation, mais le même endroit. Vous voyez ici le tamis flottant dans lequel nous recueillons tout ce qui est demande dans la suceuse. Vous voyez à bord du bateau de service, les bouteilles d'air comprimé du commerce qui servent à alimenter le narguilé avec lequel nous alimentons le plongeur en air comprimé pour sa respiration. Et dès les premières heures de plongée, que ce qui remonte est phénoménal. Dommage que Eugène Armabol ne soit pas ici. Il aurait pu commenter, mais Christophe, tu veux nous commenter un petit peu ce qu'on voit là? Alexandre? Alexandre Grandin. Oui? Mais, tu veux pointer? Avec des soins dans ce grand fan de l'entreprise. Et l'unité glisale, les graines les unités des points de net, les panteurs smooth, et les ancêtres oui, tout. Nice, exactement, oui. Des projectiles, oui. Je vous les remets. Il y a cette solution. Oui. Essentiellement. Donc, oui, c'est très impressionnant. Et ceci, c'est ce qui remonte au début des travaux parce que d'autres qualités. On n'a jamais vu ça. Et comme Alexandre vient de dire, il y a des trucs qui sont représentés depuis l'âge du bronze primaire, représentés par ceci, notamment la célèbre lame de scie, et en Suisse, le couteau et une gauche sont très semblables à ceux qu'on a trouvés notamment sur les sites lacustres en Suisse. Une gauche, c'est un outil destiné à creuser le bois. C'est une lame courbe qui permet de creuser des rainures, des aiguilles dans une pièce de bois façonnée. C'est un outil de sculpteur et de menuisier. Alors, il est dur.
C'est l'âge du bronze final aussi, premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est très intéressant parce que cette lame de scie est tout à fait analogue aux lames de scie modernes. Elle était montée sur un arc comme nos scies actuelles. On voit très bien, mais Dieu trouve deux extrémités qui permettent de la fixer et de la tordre sur un arc. Et les artisans de cette époque avaient d'ailleurs très bien compris qu'il faut avoyer une scie, c'est-à-dire que les dents doivent être courbes de manière à dépasser un peu l'épaisseur de la lame. Sinon, la lame se coince. Il faut que les dents creusent un trait un peu plus épais que l'épaisseur de la lame elle-même. Donc, nous n'avons pas inventé ces choses-là. Elles étaient connues depuis l'Antiquité. Là, ici, deux rasoirs, toujours dans la même époque. Alexandre Alexandro de Bretagne, on en a trouvé que 200 sur Metz. Des pointes de moche, nous ne savons pas si elles sont du village de bronze final, mais les tests on a continué à utiliser le silex bien après les arts des métaux, puisque vous savez que le silex a été employé jusqu'au 19e siècle pour des armes à feu de tabac. Alors, voilà, un des objets les plus prestigieux de Anse-Metz, c'est la parure d'or dont on connaît un exemplaire similaire en Bavière, toujours de l'âge du bronze final. Ce sont des disques d'or extrêmement fins, ils pèsent que 3 grammes, et ils appartenaient probablement à une parure pectorale. Nous avons encore les débris d'au moins 2 autres disques, tout ça trouvé dans le tamis de la suceuse dans les grottes de Hant. Et encore un objet prestigieux de Hant, le diplôme de vétéran romain. En fait, ce diplôme n'est pas complet. Nous n'avons trouvé qu'un seul volet. Il y avait normalement 2 volets qui étaient passés ensemble par des anneaux fixés dans les courbes de mémoire. Et pour d'autres aussi, servait à faire passer un fil et sceller les deux volets ensemble. On pouvait les ouvrir que dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? En estam missionem debimus, nous avons accordé des missions honorables. Claudius Livianus, préfet, c'est donc document signé par Claudius Livianus, le préfet du prétoire. Le prétoire, c'est la garde rapprochée de l'empereur. Le 14 de calende de février, sous le consulat de Gallus Bradois, Bradois, Corse. Ça permet de dater l'année avec précision. Je l'oublie toujours, je crois que c'est 107. C'est ça, hein? Non, c'est plus. Donc, c'est un militaire de la garde rapprochée de l'empereur Trajan que fait son diplôme en Anse-Metz. On n'en sait évidemment rien du tout. C'était en fait le document de rémission honorable, comme dit le texte, d'un militaire qui avait accompli toutes ses obligations militaires vis-à-vis de Rome. Et ça lui permettait, c'était la preuve de sa citoyenneté, et ça lui permettait d'aller s'établir où il le souhaitait dans l'Empire. Donc, on peut imaginer que après avoir quitté l'armée, il est venu s'installer dans la région où il y avait, on sait, beaucoup d'établissements romains, petits et grands, notamment le très grand de la Balagne à Rochefort. Et pourquoi ce document est arrivé dans la rivière, ça c'est encore un autre mystère. Et nous espérons tout de même qu'un jour, nous retrouverons le deuxième volet qui nous donnerait alors des informations précises sur l'individu lui-même, notamment son nom et peut-être l'unité militaire à laquelle il appartenait. Donc voilà quelques images de notre découverte sous l'eau. Vous avez vu la grande pointe. Vous voyez sa taille ici par accord étrangère. La grande pointe de lance. Bon, ici, un objet beaucoup plus modeste, un vase. Et vous voyez qu'on a trouvé en 2 pièces de patines totalement différentes, alors qu'il a été trouvé dans des endroits assez proches dans la rivière. Voilà un aspect de notre chantier à cette époque. Je vous montre ça, c'est un peu folklorique.
Je veux dire qu'aujourd'hui, notre chantier est nettement mieux tenu, mais il n'y a plus de fils électriques partout. Alors, c'est ce qu'il fait. Vous voyez toujours les équipements d'écoute. Qu'est-ce qu'on a pu avoir froid, je vous jure, c'était abominable. Et surtout, tout au début, comme ceci, avec des vêtements de 4 mm qui étaient conçus pour la Méditerranée. Et je me souviens d'abord, chez moi, là, plongé en plein hiver, en 63-64, il gelait dehors. Et il gelait même dans la grotte. Un jour, nous avons eu du verglas sur les bateaux, à l'intérieur même de la Moine. Bon, mais on était tellement enthousiasmés par ces découvertes qu'on supportait ces conditions abominables jusqu'au jour, quand même, la Société des grottes nous a offert le premier vêtement professionnel en 65, je crois, qu'on appelait le vêtement soc. C'était le vêtement des plongeurs professionnels de l'époque. Pas très confortable, mais au moins on était à peu près au sec. Je dis à peu près parce qu'il y avait toujours des entrées d'eau. Et ce vêtement, peu des risques, vous voyez sous le hublot, et un jour, il m'est arrivé que le hublot se détache. On a pressé de remonter à ce moment-là. Voilà, et donc, vous voyez, c'est un système qu'on employait alors avec alimentation depuis la surface. Vous voyez, la glaine de tuyau qui sera montée sur une bouteille d'air comprimé du commerce. Bon, tout ça m'amène ailleurs. Mon ami Robert Stenway, qui a participé aux travaux à An, me propose de participer à une expédition à la recherche d'un des bateaux de l'Armada, dite invincible de Philippe II d'Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez la raison pour laquelle les Espagnols, en 1588, ont voulu envahir l'Espagne. En deux mots, ça résulte des fantaisies perplexes du bon roi Henri VIII, qui a épousé Catherine d'Aragon, une princesse espagnole, évidemment, qui lui a donné une fille, Marie Tudor. Mais les goûts féminins du bon roi changent assez rapidement. Et à un moment donné, il est fatigué par son épouse et il veut faire annuler le mariage. Mais il n'y a que le pape à Rome qui peut faire ça. Et le pape, évidemment, il voit d'un très mauvais œil que le roi Henri VIII répudie une princesse espagnole. Donc, il refuse. C'est pour ça, d'ailleurs, que Henri VIII, alors, a décidé de fonder sa propre église, l'église anglicane, qui existe toujours maintenant, parce que le roi lui refusait une divorce. Parce que le pape lui refusait une divorce. Bon, alors, Marie Tudor, donc la fille d'Henri VIII, épouse, figurez-vous, le roi Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint. Et Philippe II se retrouve, de ce fait, à la mort d'Henri VIII, époux de la reine Marie Tudor, et de fait, roi d'Angleterre. Pas de chance, Marie Tudor meurt sans héritier. Et Philippe voit la couronne d'Angleterre lui échapper. Alors ça, c'est une très très mauvaise surprise. Et pendant de nombreuses années, près d'une dizaine d'années, il va jeter un plan diabolique pour envahir l'Angleterre et reprendre le trône qui lui a échappé. Et c'est ce qu'on appelle l'invincible Armada, très mal nommé, parce que ce sera une véritable catastrophe militaire. Il envoie en 1588 150 navires envahir l'Angleterre. Et c'est la déroute. La moitié des navires ne reviendront jamais. Principalement, c'est la faute au mauvais temps, des conditions climatiques épouvantables auxquelles les Espagnols ne sont pas habitués. L'automne se passe, il est atroce. Ces malheureux Espagnols ne sont évidemment pas du tout équipés pour la mer Noire, parce qu'il faut vous dire que comme les Espagnols n'ont pas réussi à aborder en Angleterre, retourner chez eux en Espagne, ils n'ont pas d'autre choix que de contourner les îles britanniques par le nord. Il est hors de question de traverser la Manche d'est en ouest contre les vents dominants. À cette époque, les navires ne le permettent pas. Et en plus, les Anglais sont embusqués dans la Manche. Pas question de tenter ça. Donc, ils font tout le tour par les îles britanniques et des navires se perdent en mer, sur les côtes. Et notamment, cette galéasse napolitaine, la Girona, qui va se perdre tout au nord de l'Irlande, en Ulster. Donc vraiment,
à l'extrême nord de l'Irlande. Alors, voilà, particularité de ce bateau. Vous voyez, c'est un gros bateau, il mesure 45 mètres, et c'est un navire mixte qui fonctionne à voile et avec et à aviron. Il y a un ICO aussi à bord de ce bateau. Mais, ce bateau est très intéressant. Je sais de parler des écrits qu'il a fait naufrage au nord de l'Angleterre, au nord de l'Irlande, pardon. On ne sait pas exactement où, mais on sait que il a à son bord plus d'un millier de personnes et il y a du très beau monde à bord de ce bateau. Pourquoi tant de monde sur un bateau de 45 mètres? Parce que il a recueilli sur la côte ouest de l'Irlande, à Killymex, où il a fait escale, il a recueilli les équipages de 3 autres navires naufragés. Et donc, on a allégé la Girona en jetant à la mer dans le port de Killymex, où ils sont probablement toujours, une quarantaine de canons qui chargeaient, qui faisaient partie de l'équipement de l'armement de la Girona. Et donc, le bateau embarque un millier de personnes. Il est endommagé. Le gouvernail a été brisé, on l'a réparé comme on a pu. Donc, pas question de retourner en Espagne. On essaye de regagner un pays voisin, un pays ami, l'Écosse. Et donc, le bateau fait appareil depuis Killybeck sur la côte ouest de l'Irlande, contourne le nord pour gagner l'Écosse. Pas de chance, un coup de mauvais temps, et la Girona fait naufrage sur quelque part tout à fait en Irlande du Nord. C'est une vue d'artiste, mais ça doit être assez réaliste. On ne peut pas imaginer les conditions atroces de navigation et surtout quand il y avait des accidents en mer, c'était épouvantable. C'est un véritable désastre. Le lendemain, on retrouve près de 1000 cadavres sur une plage voisine. Et on sait que les habitants ont copieusement détroussé tous ces cadavres. Il faut vous dire que tous ces grands seigneurs, parce que la Girona avait recueilli donc le gratin des officiers des autres navires, et tous ces gens voyageaient avec leurs bijoux, une poche pleine d'or, pour parader, s'installer à Londres comme ils le croyaient. Et donc, ils ont coulé avec leurs poches très alourdies par les matières précieuses. Et nous avons par exemple trouvé un collier d'or qui pesait 800 grammes, qui n'a pas dû aider son malheureux propriétaire à nager jusqu'à la côte. Alors, où était la Girona? Où était l'épave de la Girona? Eh bien, les historiens la situent à un endroit qui n'est pas du tout le bon, pour une raison très simple. C'est que les Anglais ont entendu parler de ce désastre, ont envoyé leurs espions sur place, et naturellement, les habitants du nord de l'Ulster les ont envoyés dans un endroit qui n'avait rien à voir avec le site réel du naufrage. Ils ont tout fait pour les tromper. Et dans les récits officiels, jusqu'aux recherches de Stenway, on lit toujours que la Girona a coulé à un endroit qui est situé à peu près 3000 à l'ouest du site réel. Mais il suffisait d'aller voir la carte nautique. Au XIXe siècle, quand les cartographes de l'amirauté britannique ont fait les résumés détaillés de toutes les côtes au nord de l'Irlande, ils ont interrogé les pêcheurs, ils ont demandé les noms qu'on avait attribués à tous les détails de l'Empire. Il y a le port Portsmouth, le fleuve, la Spaniard Cave, le Spaniard Brock. C'est là que se trouve la Girona, évidemment. Et à la première plongée sur le site, voilà. Un des canaux de la Girona, on en a trouvé un deuxième. Et puis, j'ai trouvé une ancre relativement petite pour un navire de cette taille. Il faut vous dire que ce bateau avait probablement perdu ses grandes ancres lors d'un engagement naval dans la Manche où la flotte s'était rassemblée. Ils s'étaient regroupés, ils s'avaient ancré devant Calais. Et les Anglais, à ce moment-là, avaient lancé une offensive avec des brûlots, c'est-à-dire des petits navires chargés de matières combustibles, sans équipage, mais poussés par le vent, vers les navires
espagnols qui étaient à l'ancre. C'était la déroute, parce que les brûlots, ça mettait le feu au navire au moindre contact. Donc, c'était extrêmement redouté par tous les marins à l'époque. Donc, pour décamper à toute vitesse, beaucoup des navires qui étaient à l'ancre ont tranché les câbles d'ancre. Il n'y avait pas de chaîne à l'époque, hein. C'était des câbles. Donc, ils ont tranché les câbles, ils ont perdu leurs ancres principales et ils ont dû se contenter d'ancres de secours comme celle-ci, qui est de relativement petite taille pour ce navire. Voilà quelques objets que nous avons trouvés dans les graviers autour du Spaniard Rock. Un petit réducteur et un petit réducteur grand de peu près 6 cm de haut qui contenait des Agnus Dei, donc des espèces de petites pilules bénies à rose dans le temple qui étaient censées protéger les malheureux navigateurs de tous les risques de la mer. Et ah oui, et ceci, c'est intéressant, vous voyez que c'est une croix de chevalier pâle qu'on a pu attribuer, grâce à ce détail, au commandant du navire, Fabrizio de Spinola. Spinola, ça veut dire épine, et vous voyez que ce sont des arbres farnants. Ce petit détail de décor de la croix de Man se retrouve dans les armes de la famille Spinola. Donc, c'était une preuve que c'était bien la Girona que nous avions trouvée, puisque on savait par les registres extrêmement bien tenus par les Espagnols, on savait que donc c'était Spinola qui commandait la Girona. Alors, nous avons trouvé aussi de nombreux boutons de pourpoint comme celui-ci. Ces bijoux ont évidemment complètement disparu parce que, comme pour les statues grecques d'autrefois, les bijoux passent de mode. Eh bien, on récupère les métaux, on récupère les pierres, on refond les métaux. Donc, on ne recule ces bijoux que sur les portraits d'époque, comme celui-ci, qui est un tout petit peu postérieur d'une quarantaine d'années au naufrage de la Girona. C'est un grand seigneur espagnol aussi. Mais alors, regardez, ceci est absolument magnifique. On a trouvé ce bar qui porte le nom de Madame de Champagny. L'Esténu a fait une enquête historique superbe et il a trouvé qui était Madame de Champagny. Madame de Champagny, c'est nous trouvons ici, c'est une école Bonvalot, toujours au nom de Champagny, et la grand-mère de Jean-Thomas Pernot, l'autre qui porte toujours le nom, ben, on rappelle bien. Et voilà, sur la liste des personnes embarquées, pour voir Thomas Perenos, sobrino del cardinal Tramueda. En fait, le malheureux Thomas Pernot était embarqué sur la Girona à Quinibex et il est mort dans le naufrage de la Girona en Ulster avec au doigt la bague que lui avait donnée sa grand-mère, Madame de Champagne. Mais là, ça prouve maintenant, sans aucun doute possible, que c'est bien la Girona que Robert avait trouvé. Bien entendu, tous les autres indices correspondaient. Je ne vais pas vous montrer les montagnes de pièces d'or et d'argent qu'ils avons trouvées, qui tout naturellement portaient des dates antérieures à 1588. Il n'y avait aucun doute possible. Bon, alors, on retourne en Belgique, avec j'ai donc participé à cette exposition et il y a pas mal d'autres aussi. J'ai accumulé beaucoup d'expérience et je me dis qu'il est temps de faire quelque chose pour améliorer un peu la formation archéologique des plongeurs. Il faut vous dire qu'à l'époque, nous sommes tous des plongeurs amateurs, nous n'avons pas encore d'archéologues professionnels avec nous. La première archéologue professionnelle à joindre l'équipe, c'est Cécile Ancio, je crois qu'elle serait là aujourd'hui, qui nous a rejoint en 87. Avant ça, nous sommes tous des plongeurs expérimentés, certes, mais nous n'avons aucune culture archéologique. Et à la demande en 80, je crée un petit séminaire à la demande de la VUB, je participe plutôt à un séminaire créé par la VUB qui veut introduire un peu de formation pour les plongeurs
qui veulent s'intéresser à autre chose que strictement inscrire des heures de plongée sur leur carnet et gagner des brevets. Et donc, ça débouche sur un gros syllabus, un gros cours que j'élabore avec beaucoup de travail et qui va connaître quand même un assez bon succès puisque nous en sommes maintenant déjà à peu près la 10e édition, à peu près tous les 3 ans. Et ce cours, il a été reconnu par la Vertical Archaeological Society de Grande-Bretagne, qui est l'organisme principal qui s'occupe d'archéologie sous-marine en Angleterre. Et à tel point que les gens qui participent à notre séminaire ont droit à l'équivalence de brevet avec ceux qui sont délivrés par la NAS en Grande-Bretagne. Donc, c'est une très belle reconnaissance dont nous sommes très fiers. Et donc, ce séminaire se déroule essentiellement en salle en hiver, avec évidemment du travail sur le terrain en plein été. Et voilà, il faut un travail, une simulation de topographie subaquatique en salle, au chaud, avant de faire ça plus tard, dans des conditions nettement moins confortables, où Christophe en sait quelque chose. Et voilà, les studieux qui permettent de connaître sur plan le travail, les résultats des mesures qu'ils ont opérées. Bon, bon, en fait, l'objectif du séminaire, il est double. C'était à l'époque essentiellement de former des plongeurs sportifs à de bonnes pratiques de travail subaquatique. Il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. Exactement comme quand on travaille sur un chantier terrestre, il faut un travail tout à fait méticuleux et il faut comprendre ce qu'on fait. Sous l'eau, il y a encore d'autres aspects. Par exemple, il y a l'aspect de la détection. Il y a toutes sortes de techniques de matériel qui permettent de détecter, par exemple, des épaves sous l'eau, de faire de la cartographie par télémesure avec des ultrasons. Il y a toute une série d'équipements qui sont extrêmement utilisés sous l'eau, de plus en plus techniques, et ça fait une initiation à ces méthodes qui font partie du séminaire. Mais essentiellement, donc, premier but, donner de bonnes informations, de bonnes pratiques aux plongeurs sportifs, et inversement, aider les jeunes archéologues qui, tôt ou tard, nous rejoignent, il commence à être le cas, à assimiler les rudiments du travail subaquatique, parce que quand on a fait quelques plongées en carrière ou en mer, on n'est pas du tout formé à travailler sous l'eau. Donc aujourd'hui, le chantier de l'eau s'est déplacé. Nous avons donc travaillé jusqu'il y a maintenant à peu près 8 ans à l'intérieur des grottes et un peu à l'extérieur aussi. Et l'Agence wallonne du patrimoine nous a demandé de conserver à l'intérieur des grottes ce qui reste du site. Pour les archéologues du futur qui viendront plus tard avec d'autres méthodes, des meilleurs outils, une meilleure compréhension. C'est une excellente démarche qui avait d'ailleurs un précédent admirable. En 1902, je vous ai parlé d'Édouard de Pierrepont qui fouillait dans la grotte de Haut. En 1902, il a eu l'idée de prélever un énorme bloc de sédiments, une colonne de sédiments de plus de 2 mètres de haut, à terre évidemment, à l'intérieur de la galerie des Grandes Fontaines, dans les grottes. Il a fait faire une sorte de sarcophage de fer et de plâtre qu'il a fait transporter au musée archéologique de la mer, où c'est resté pendant 80 ans, donc depuis 1902 jusqu'à 82. Et sous la direction du professeur Bonenfant, à l'époque, en 82, on a commencé à ouvrir ce sarcophage et à étudier la stratigraphie de ce pilier. C'était une démarche extraordinaire pour l'époque, de se dire que plus tard, on pourrait faire de meilleures constatations avec de meilleurs moyens et de conserver ainsi un témoin, alors que vous savez évidemment que l'archéologie, la malheureuse de Babiclin, de Beckford, notre autre son étude, tout le monde dit tout. Ben,
Alors, aujourd'hui, eh bien, donc, à la demande de l'Agence wallonne du patrimoine, sous la direction de Christophe, le chantier s'est déplacé à l'extérieur de droite, comme vous le voyez ici. Et nous avions suggéré ça à l'Agence wallonne du patrimoine parce que nous espérons trouver dans le plan d'eau extérieur des grottes la continuation des couches sédimentaires et des dépôts que nous avions trouvés à l'intérieur de la caverne. Et c'est ce que Christophe est en train d'étudier maintenant, et ça commence, malgré l'apparence chaotique du fond de la rivière, Christophe commence à faire ce genre de constatation dans cet amoncellement de caillasses, de sédiments meubles, de gravier et de cailloux, mais aussi par-ci par-là les plus bois conservés. Eh bien, on arrive maintenant à observer, vous voyez ici, Christophe, c'est vrai que tu décrives toi-même, puisque c'est toi qui as fait le travail. Que tu regardes le fond du village, vous entendez c'est mon ordinateur qui a fait cette bêtise, je ne sais pas à quoi. Un gros de la rivière. Donc, on a la rive gauche ici, la rive droite, comme vous voyez, qui ont fait Milante, qui est en fait la part droite, dans la rivière, qu'on a ici devant la rivière. Ce qu'on entreprend, en fait, c'est on fait un dialogue, oui, seulement 83, et on va dire, l'accréditation sédimentaire, en fait une énergie qui va nous permettre d'avoir un maximum d'informations. C'est pas grave, le cadre en outre. C'est quand tu fais un peu, dans un premier niveau, le deuxième, et on était sur des contrôles de fond, territoriaux, de la caractéristique, comme chaque niveau, permet ce que j'ai l'antenne, la et là, on va essayer par exemple, maintenant, on arrive à une petite figure, c'est laquelle c'est une fois exactement écrit, il y a progressivement à l'eau. Tout ça pour vous dire, par rapport à cette image, comme sur la belle photographie, on voit un peu les mémés, etc. Dans le passé, dans le lit de la rivière, a été trouvé, on va dire, mélanger des objets qui peuvent avoir soit quasiment du câble, mais ici, en l'occurrence, en fait, il y a encore des objets en place dans des niveaux en place, et que probablement, ces dépôts qui sont dans la rivière ont été érodés tardivement par la rivière toujours, mais de niveau, on va dire, intéressant. Oui, c'est exact, dans ce creux, et en réalité, le fait que j'ai sur l'humain, on a trouvé une riche partenaire de l'urbanisme. Je ne vous ai pas accablé avec, évidemment, les objets trouvés dans ce boost. On est ici par 7 mètres de fond, j'ai vérifié, ce n'est pas 4 mètres comme j'ai dit souvent, c'est par 7 mètres de fond qu'on a trouvé. Donc, un énorme matériel gallo-romain. Et en parlant d'amphibus, voilà, celle que Christophe a trouvé en 2017, et en voilà d'autres tapés similaires sur des pêchines. Un coup de gueule, une chaîne à l'intérieur de la grotte. Et vous voyez donc que, en fait, le pari que nous avons fait de tenter de retrouver un extérieur de continuation ou du tel qu'il est à l'intérieur de la grotte, et bien le pari me semble gagner. Et il est clair que nous aurions dû, dès le début, travailler comme Christophe le fait aujourd'hui, mais bon, nous étions assez, nous étions tout à fait ignorants, et les archéologues de l'époque n'imaginaient pas un seul instant que dans le nid d'une rivière et ce chaos apparent, on puisse retrouver une stratigraphie comme celle qui est maintenant mise en évidence. Mais donc, nous trouvons effectivement certainement la continuation plutôt des couches que nous avons malheureusement explorées autrefois avec des moyens beaucoup moins simples. Alors, une des questions qui se posent en archéologie subaquatique,
c'est la conservation. Alors ici, voici les deux exemples de ces spectaculaires qui sont connus aujourd'hui. Vous voyez à gauche le Vada, c'est-à-dire le Suédois, qui a coulé dans le port de Stockholm au cours de son voyage inaugural, devant la cour assemblée. Il y a deux explications à ce naufrage tragique. Il a coulé évidemment avec tout le monde à bord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop anecdotique ce que vous dites là, mais c'est quand même intéressant. Je vous inscrire dans le fait qu'on appelle les sabords qui permettent de faire passer les canons lors des engagements navals. Donc, tous les navires de cette époque sont équipés de cette manière. Le navire a défilé devant la loge royale qui était sur le Rhin. Et il y avait beaucoup de monde à bord, et notamment les familles des équipages qui avaient pu être invités à bord. Et ils se sont tous simplement portés sur le même bord face à la tribune royale. Donc ça a déséquilibré le navire. Et le navire a commencé à prendre de la gîte, à pencher. Donc, les sabords, imaginez, qui étaient ouverts, ils devaient être fermés pour invités, évidemment, ont laissé entrer l'eau. Et dès que l'eau entre, le déséquilibre s'amorce, mais s'accentue, et le navire a chaviré. Corps et bien dans son voyage inaugural. Il y a après, il y a évidemment une cause supplémentaire, c'est que ce navire était très mal équilibré parce que le roi de Suède de l'époque estimait qu'il n'en savait plus que les charpentiers navals chevronnés qui avaient construit le navire, et il avait donné des instructions pour modifier la forme du fond du navire, la forme d'un carrel, et pour modifier et réduire l'espace qui était réservé au lest destiné à équilibrer le navire. Pour le résultat. Alors, ça, c'est la Mary Rose. Ouais. Coulée au cours d'un engagement naval de 1567 entre les Anglais et les Français. C'est pour une fois, ce ne sont pas les Français qui ont créé la déculottée, mais c'est les Anglais. Il faut dire que l'histoire des engagements navals entre les Français et les Anglais, c'est toujours tragique sur le front, sur presque tout le front Trafalgar. Donc, alors, la Véranda a été récupérée dans le sédiment du Sonnet devant une grande port de force postale. Que fait-on de ces bateaux pour essayer de les conserver? Bon, ce sont des entreprises colossales. Hein. Ce sont à l'échelle uniquement de grandes nations maritimes comme la Suède. Mais la formule classique pour conserver les bois qui ont séjourné longtemps dans l'eau, c'est de les imprégner d'une résine qui va stabiliser la forme de ces morceaux de bois. Si on ne le fait pas, si on laisse sécher, en quelques jours, les bois se sont complètement desséchés, retatinés, ils ont perdu toute leur forme et ils sont irrécupérables. Donc, on les imprègne de résine. Pour les petites pièces, c'est facile. On les immerge dans un bain de résine et on attend que le polymère pénètre l'effort du bois. Ici, c'est tout différent. Hors de question, évidemment, d'immerger un navire de cette taille. Et que fait-on? On arrose avec une solution de polymère. Et ça dure. Mais dans le cas de la Mary Rose, si je ne me trompe, ça a duré 35 ans. Donc imaginez un travail de conservation qui dure 35 ans. Et j'ai pu photographier la phase finale. Vous voyez toute cette idée ici, en fait, on voit de même chose que sur l'épave pour la sécher après, pour évacuer donc le solvant de la résine, une fois que le bateau était imprégné. Et on se dit, magnifique, maintenant, on ouvre le musée, le bateau est sauvé. Eh bien, pas du tout, qu'on a que ça maintenant. Et ça résulte, en fait, de ce qui reste de l'épave. Oui, le bateau était couché sur le côté. Au fil des siècles, les navires qui sont passés par là, qui ont jeté l'ancre, ont croché dans l'épave. Donc, tout le flanc gauche, tout le flanc bâbord du navire a été arraché au fil des siècles. Il ne reste que le flanc droit. Donc, le navire est tout à fait affaibli. Et maintenant, sous son propre choix,
les conservateurs ont constaté avec terreur que le bateau est en train de se déformer, de s'affaisser, et on est obligé, on va être obligé de l'établir complètement pour éviter qu'il se cloue sous son propre poids. Dans le cas du vagin, c'est aussi tragique parce que les produits d'imprégnation ont interféré avec du matériel mécanique qu'on avait placé dans la coque pour la console bleue. Donc maintenant, il y a de l'oxydation qui est en train de ronger la coque de bois. C'est une véritable tragédie. Donc vous voyez, malgré des efforts monumentaux qui durent des décennies, avec tous les moyens de grandes étapes, eh bien, on n'arrive pas encore à gérer des projets de cette envergure. Par contre, pour les petits objets, eh bien voilà, les laboratoires de conservation de la mer Rose en Portsmouth ont fait un travail admirable. On a trouvé des milliers et des milliers d'objets qui appartenaient au personnel de bord, à l'équipage. Tous les objets personnels qui ont coulé avec les navires, évidemment. Et là, le travail est absolument admirable. Je vous conseille, si vous allez voyager dans le sud de l'Angleterre, allez voir le musée du Historic Dockyards de Portsmouth, dont le musée de la mer Rose. C'est absolument prodigieux, ça vaut le voyage. Il y a quelques années, d'ailleurs, avec mon ami Michel, nous avons fait une tournée là-bas, nous avons été reçus partout. Nous avons fait visiter notamment des ateliers de restauration, parce que je vous parlais de restauration d'un coq qui dure 35 ans, mais vous voyez, même aujourd'hui, après cette récupération du navire, il y a presque 40 ans, eh bien, on traite encore certains objets très difficiles à traiter, notamment des grandes pièces métalliques. Le problème de ces objets-là, c'est qu'ils sont imprégnés du sel de l'eau de mer, le sel qui favorise la corrosion, et il faut donc des années de bain pour éliminer toutes les traces de chlorure pour espérer stabiliser ces grandes pièces. Par contre, en Belgique, on revient à l'archéologie des Louvres, il y a un très bel exemple. Je crois que c'est en 1975, on a fait la découverte des bateaux du site gallo-romain de Pomerol lors de l'élargissement d'un canal. Pomerol, c'est donc dans Dorina. Et il y a une magnifique folie de sauvetage. Parce que les sauveteurs ont trouvé donc des restes de plusieurs embarcations gallo-romaines, des restes d'aménagement portuaire. Et en catastrophe, parce que le chantier de génie civil devait suivre, évidemment, on a réussi à sauver les éléments de ce bateau. Et Alfred Terf, un conservateur spécialisé dans le traitement des bois, a réussi aussi à les sauver en les faisant imprégner de nouveau de cette résine dans des cuves qui ont été construites spécialement pour ça. C'était un sauvetage in extremis. C'est aussi une opération qui a duré plus de 10 ans. Et maintenant, je vous conseille d'aller les voir. Ça, c'est très accessible. C'est au musée, l'espace gallo-romain à Ath, où ces bateaux sont admirablement exposés. Alors, encore un des problèmes qui nous ont amusés, la traversée des voies romaines, qui sera bientôt temps, je ne pourrai pas tout vous montrer, mais parlons encore de ceci. La traversée des voies romaines sur les cours d'eau. Ici, vous voyez la voie Hatay qui traverse la Nord à Milko, qui traverse la Meuse à Amiens. Nos amis archéologues du cercle archéologique SB Condro s'intéressent depuis de nombreuses années. Attendez, je vais plutôt commencer par Wilcourt, partons du sud. Mais non, je dis quand même Amiens, excusez-moi, je commence à perdre un peu le film. Voilà, traversée de la Meuse à Amiens. Voilà les conditions de plongée que nous rencontrons. Visibilité, 10 cm. Il faut dire que nous sommes le site présumé du pont romain du 1er siècle après Jésus-Christ, se trouve à 25 mètres à peu près en avant du connecteur principal des égouts de la commune d'Amiens. À cette époque-là, il n'y a pas encore de traitement des égouts, il n'y a pas de station d'épuration. Bon, je vous passe les détails. C'est la première fois, je crois, qu'après une campagne de fouilles, j'ai été malade.
Voilà, donc nos amis du cercle archéologique SV Condon ont récolté beaucoup d'indices, notamment lors de dragages successifs. Ils ont trouvé du matériel, des pièces de bois, des sabots de fer dont étaient gardées les pièces des constructions gallo-romaines. Donc, on sait à peu près où se trouve où devraient se trouver les vestiges du pont si nos dragages nous vont laisser quelque chose. Eh bien, effectivement, oui. Voilà, après quelques jours de recherche, nous trouvons ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On le verra un peu mieux sur les images qui suivent. Comme il est impossible de faire des photos, ceci est pris à peu près 30 cm de distance avec un objectif fisheye. Donc, vous voyez, et avec un fort contre-jour, avec une lampe puissante, pour essayer de montrer la silhouette de cet objet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez ici, c'est le fait que de base de pied en fer forgé qui garnissait la base des pieux qui servaient de fondation aux constructions subaquatiques chez les Romains. On verra peut-être un petit peu mieux sur cette image-ci. Donc, voilà. Ce que vous avez vu sur l'image subaquatique, ce sont les cartes que vous offre de ce socle orbital. Donc, j'ai figuré ici des plongeurs au travail avec un autre engin d'évasage qui s'appelle un éjecteur à eau qui est beaucoup moins puissant, mais qui est plus pratique à mettre en œuvre aussi. Il vaut beaucoup moins de moyens. Mais inutile de vous dire que nous n'avons rien trouvé à part quelques socles et quelques fragments de pieux qui étaient encore en feu du mort. On en voit ici aussi, on en voit là. Les dragages avaient pratiquement tout arraché, mais nous avons quand même pu localiser avec précision l'endroit où se trouvait le pont du 1er siècle. Au sud, à Ouillon-Pont, nous sommes sur la même chaussée, mais sur une toute autre rivière. C'est Mourte, qui est encore une toute petite rivière. Les travaux de recherche de Marie-Hélène Corbiot ont déterminé sur cette rive-ci de la rive close le tracé de la Sauté. Vous voyez ici, on a retrouvé ici pour le bout exactement. Donc, le gué, on a fait fort naturellement ici, on traversait Adney. Le gué se trouvait là, et nous avons nettoyé le passage. Alors, sur la rive droite, pendant que nous faisons examiner le fond de la rivière pour chercher un élément, sur notre rive, Marie-Hélène Corbiot mène aussi une fouille qui a montré la présence d'un petit bâtiment qui était peut-être une espèce de relais pour accueillir les voyageurs. Donc, vous voyez, c'est un travail subaquatique, mais d'une nature tout à fait différente. Ici, nous ne sommes plus en plongée, mais nous rampons sur le fond de la rivière. Nous déblayons, comme nous pouvons, le gravier qui couvre le fond de la rivière. Et que trouvons-nous? Voilà. Bien, une série de très grandes dalles qui ont été placées là, évidemment, pour aménager le passage des véhicules. Alors, nous trouvons extrêmement peu de matériel. En fait, ceci, quelqu'un a une idée? C'est un cheval? Mais ils sont tous cassés. On les a tous trouvés cassés comme ça. Une meilleure idée? Autrefois, les gens pauvres n'avaient pas de chevaux. Ils employaient une vache, une bulle pour tirer les véhicules. Et le pied de la bovidée est fendu. Et donc, un fer à bulle, ou un bœuf, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est composé de deux tools. D'un ami cavalier qui m'a expliqué ça. Bon, alors, en vitesse encore, mais il faut vraiment que je termine. Nous sommes intéressés au passage d'eau. Vous savez que les bacs ont une importance sociale et économique essentielle autrefois. Quelle raison?
Parce qu'on se déplace à 4 km à l'heure avant la voiture. Et que les ponts sont espacés de 10 ou 20 km. Donc, la question c'est le tour. Il faut donc aménager de passages bien partout. Et ils étaient archi nombreux sur les cartes anciennes, vous les voyez partout. Et regardez, il y en a des containers spectaculaires. Ça, c'est ce qu'on appelle le passage du Prince. C'est à Évangile-Mont, tout près de la frontière finfeuille. Vous voyez, il était donc des véhicules que l'on pouvait transporter sur ces bateaux. Très impressionnant. Alors, distinguer à peu près ici ce câble. En fait, on est attaché à un coulisseau qui circule sur un câble tendu en travers de la rivière à effet 15 à 20 mètres de hauteur, ça dépend des endroits. Ça sert évidemment à guider et les bâtiments se poussent avec le porche que vous voyez là. C'est comme ça qu'on traversait la Meuse à Évangile-Mont en 1900. Ce que vous voyez là, c'est une banque. C'est un aménagement qui date de la moitié du XIIe siècle. Quand on a fondé le ministère des Travaux publics, l'ingénieur Guillery a commencé à améliorer la navigation sur la route. Les cartes anciennes ici, il y avait des écueils partout. Pour faciliter la navigation, on construit les bateaux de forme aux fesses de mieux submergés qui servent simplement à infléchir le courant de l'eau vers la passe navigable. Pour ça, nous avions le chemin de la. Là, nous avons une contexte fiscal, nous avions donc la rive, le chemin de l'Oise et la barque de l'Oise sur l'image précédente. C'était extrêmement bien construit. Je trouve que mais dans ce siècle et demi, ça résiste encore. Ça n'a pas été cligné pour un charnière de carrière parce que c'est dans l'eau, un peu plus compliqué, heureusement pour vous. Et encore une chose, après ça, je vais arrêter. Au cours d'une opération de prospection, avec mon fils Stéphane, nous découvrons sur la rive droite de la Meuse, plus près des Raginons, nous trouvons ce bateau. Il se fait que c'était au même moment, il y a des travaux très importants pour la réfection des barrages de Wolsor et de Astières. Et j'arrive à convaincre l'ingénieure directrice du chantier de me prêter pour une demi-journée une barque, un remorqueur et c'est une rue. Un super cadeau, vous imaginez. Une industrie de cette importance qui arrive chez la société Dredging International qui nous fait ce cadeau. On arrive à récupérer ce bateau. Bon, vous voyez, évidemment, tout à fait l'humano va séjourner pendant des décennies hors de l'eau, il est pourri, mais sa forme est magnifique. Et j'arrive à convaincre un grand organisme wallon qu'il mérite d'être préservé. C'est la dernière embarcation de ce genre qui subsiste, puisque tous les passages d'eau pratiquement ont disparu, sauf celui de Wolsor. Eh bien, j'arrive à faire transporter ce bateau sur le site de cette institution. Il devait être accueilli dans un bâtiment. Finalement, quand il arrive là, on dit non, il n'y a pas de place dans le bâtiment, déposé sur la fosse. Et alors, je dis, écoutez, maintenant, on va devoir le préserver. Il faut faire quelque chose pour le conserver, puisqu'on a le temps d'effort pour l'amener jusqu'ici. Et je propose une solution très simple. Après avoir vérifié avec mes amis du laboratoire de conservation de la mairie Rose à Portsmouth, des gens qui savent de quoi ils causent, comme et je propose qu'on le traite avec tout simplement un millilitre de rouille, qui est un produit industriel qu'on peut appliquer sur une grosse base de rouille sans devoir tous les capos. Et solution très simple que l'association aurait pu faire, pourvu qu'on donne un peu d'argent pour acheter un produit qui est un peu cher. Et on m'a dit non, c'est pas si simple. Nous avons un professeur de l'université qui est spécialiste de ces matières. Nous allons le consulter. Et le professeur en question nous dit Thiraud, il dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut goudronner le bateau. J'entends quelqu'un qui connaît la milite.
Mais le goudronnet, ça veut dire qu'on enferme la rouille sous la couche de goudron et que la corrosion sera enfermée avec de l'humidité et qu'évidemment, le processus de destruction va se conserver. Eh bien, finalement, que croyez-vous qu'il arrivera comme dans la chanson? Eh bien, rien du tout. On n'a rien fait. On a refusé mon procédé, on n'a rien fait. Le bateau est en train de tomber en pièces, toujours au même endroit. Et je me préciserai. Voilà. Encore une image de passage d'eau, mais je vais devoir m'arrêter parce que j'ai parlé de première fois. Je parlais de système pour aider la flotte. Voilà, c'est une copie visible. Vous voyez, le principe existait déjà, et on a construit sur la rive de la Meuse, toujours faire d'eau de rajoutement. C'est une grande machine destinée à tendre le câble, traverser la rive et pour guider le passage des bacs. Voilà. Je vais en rester là. Si vous avez des questions, je serai ravi de les répondre. Oui, il est dans un grand musée magnifique à Stockholm. Oui, bien sûr, c'est une des grandes attractions touristiques de Stockholm, d'ailleurs. Très, très spectaculaire.